Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Ok les gars, donc c'est parti pour l'analyse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en détail le chapitre de One Piece. On va aller voir un petit peu toutes les théories, toutes les analyses qu'on pourrait faire sur le chapitre. Et si jamais vous n'avez pas vu les spoils, c'est là-bas que j'avais commencé toutes les grosses théories. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est pour moi plus pertinent de le faire dans ce sens-là. Parce que voilà, je fais d'abord les théories dans les spoils et après je fais que compléter ces théories grâce à les images qu'on a vues et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc let's go. On a donc un chapitre qui commence avec l'arrivée du bateau d'Elbaf, la rencontre, en tout cas la vision d'Elbaf est apparue pour l'équipage des Mugiwara, mais l'équipage qui n'avait pas encore atteint les côtes d'Elbaf, donc à savoir Robin, Franky, Brook, Jinbei et aussi les membres temporaires, à savoir Bonnie et Vegapunk Lilith. Et ils sont à bord donc du Great Eric, le navire des géants, et c'est à ce moment-là que je pense ils ont tout simplement découvert l'univers d'Elbaf qui est plutôt sympathique et visuellement parfait. Ensuite on a quoi? On a donc un painter qui permet de créer des arcs-en-ciel, et d'un côté en fait on a la confrontation entre la science, tu vois, et la confrontation entre les pouvoirs magiques, en tout cas le côté magique de l'île d'Elbaf. C'est-à-dire que d'un côté on a des discussions qui vont dans le sens du fait qu'un arc-en-ciel c'est pas navigable parce que voilà, c'est des gouttelettes d'eau avec vous connaissez la réfraction de la lumière, et ben ça crée tout simplement une séparation des couleurs. Et au final on a de l'autre côté le côté enchanté, magique, sur lequel on peut pas se poser de questions, qui lui tout simplement explique que l'arc-en-ciel est navigable, et c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Et en plus c'est lourd parce que ça correspond parfaitement avec l'ambiance un peu féerique de l'île. Mais voilà, moi premièrement, ma première impression, c'est vraiment que c'est un pouvoir issu d'un fruit du démon d'une certaine manière. Mais en fait, plus ça va, plus je me dis que au final, ce serait possible que non, tout simplement parce que ça pourrait être un objet enchanté, un objet magique. Mais moi je pense que ça doit être un objet enchanté par quelqu'un qui a ce pouvoir, tu vois, qui a ce pouvoir. Mais je peux pas en être sûr parce que y a pas moyen, en fait, tout simplement, il y a pas moyen d'en être sûr, étant donné que ça pourrait être tout, tu vois. Mais moi, quand il y a des pouvoirs, quand il y a des trucs, par exemple, le côté ninja un petit peu Raizo, fait en sorte qu'il est capable, grâce à un fruit du démon, de enfermer quelque chose dans son parchemin et de le relancer. Par contre, il y a une mécanique qu'on n'a jamais compris et qui est encore un mystère, c'est le fait qu'il est capable de se dédoubler tel un vrai ninja. Donc, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est la réalité? Ça peut être les deux, ça peut être un déplacement tellement rapide qu'il permet de créer des clones visuels, mais ça peut être aussi une mécanique un peu spéciale qui est attribuée tout simplement au ninja. Et là, du coup, le painter pourrait être quelque chose dans le même genre. Est-ce que c'est quelque chose d'enchanté qui va très bien avec l'île, ou est-ce que c'est quelque chose qui est issu d'un pouvoir? Et les pouvoirs souvent viennent des fruits du démon, même quasiment tout le temps. Donc voilà, en tout cas pour la première partie, c'était ça. Ensuite, on a donc un chapitre qui tout simplement, au niveau du découpage, commence par tout simplement la séparation, on va dire pas la séparation, mais en tout cas, Oda a décidé de séparer le chapitre en plusieurs parties pour que en tout cas que l'attention soit mise sur chacune des personnes qui sont tout simplement présentes, tu vois. Donc on a d'un côté l'attention qui a été mise sur l'équipage des Mugiwara, mais celle qui est pas sur l'île d'Elbaf, ensuite sur celle qui est sur l'île d'Elbaf, ensuite sur potentiellement tout simplement Gerd, etc., pour que justement en fait toutes ces personnes qui sont séparées au début se réunissent tous au même endroit au même moment. C'est assez sympathique parce que voilà, c'est je trouve un découpage qui montre que le commencement réel de l'arc commence maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde soit réuni pour que voilà, quelque chose se passe, qu'une information soit dévoilée, pour que justement l'intrigue commence. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, pour moi le plus gros mystère pour l'instant Elbaf, c'est la raison de pourquoi Ajrodin n'est pas venu chercher les Mugiwara, et c'est sûrement parce que voilà, tous les jeunes ont été réquisitionnés d'une manière ou d'une autre pour un événement très spécial. Et l'événement en question, on sait pas c'est lequel, surtout que Shanks était présent. Est-ce qu'il a été lié? Tout ça, on sait pas les gars, mais gardez tout ça en tête parce que c'est des informations ultra pertinentes. Donc voilà, une fois réunis les gars, on découvre Elbaf et il y a énormément de choses à dire parce que voilà, c'est magnifique. On a déjà
plusieurs informations qui sont tout simplement sous nos yeux et qu'on peut interpréter. Et je vais vous les dire pourquoi, parce que pour moi c'est très intéressant, c'est même le plus intéressant. Pour moi on a deux styles d'architecture. On a une architecture plutôt en pierre qui elle est carrément incrustée dans l'arbre. Pour que ça s'incruste dans l'arbre, il faut des centaines, potentiellement des milliers d'années pour que vraiment la nature prenne le dessus un petit peu sur le côté pierre, le côté antique, etc., etc. Et de l'autre côté, on a tout simplement des maisons dans un village d'inspiration viking qui, elles, sont, on va dire, intégrées dans le paysage, mais qui sont réellement, pour moi, créées, surélevées. Ils ont été faits exprès pour être mis là. J'ai l'impression même qu'ils ont été mis il n'y a pas si longtemps que ça, parce que voilà, ça a l'air d'être un village ultra propre, tiens, ultra quali et tout, tu vois. Et du coup, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que à Elbaf, on a tout simplement une architecture antique, comme par exemple à Zoo, où justement les habitants de Zoo ne vivaient pas dans justement cette ville antique, ils vivaient dans des endroits très spéciaux, le jour, la nuit, vous vous rappelez, le domaine de Chavipère, le domaine de Kaborage, hein. Je préfère des Komamushi et Inuarashi, mais c'est marrant de les dire comme ça. Et du coup, là, on en retrouve un petit peu la même mécanique. Pareil pour les Chandia qui habitaient à l'extérieur du village et la cité de Chandora était inhabitée. Après, là, vous me direz, oui, mais bon, la cité était perdue, donc voilà, tout le monde l'a cherché et tout. Mais même quand la cité était retrouvée, les gens ne vivaient pas dans la cité d'or. Je parle de flashback de Calgara, ils vivaient dans des petites huttes, la même hutte de Mont-Blanc Cricket, papy-tête de marron pour les intimes. Donc voilà, vous voyez un petit peu que là, c'est la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a un paysage antique, je pense, hein, même d'ailleurs, le village est construit sur le paysage antique, parce qu'on voit en dessous, tout simplement, des fortifications avec des espèces de fenêtres, type Game of Thrones, qui donnent sur l'océan. Donc voilà, en tout cas, pour le paysage, ça voudrait dire que voilà, il existait un peuple antique qui habitait ici, et qui, du coup, ont laissé certaines choses comme ça, tout simplement, pour je dirais pas pour le futur, mais pour moi, il y a quelque chose qui fait que là, on a potentiellement des révélations par rapport un lien antique avec le siècle oublié et les peuples qui vivaient bien avant le siècle oublié. Même si on n'avait pas ce visuel, cette information, on l'avait quand même. Mais c'est intéressant et important de le noter parce que, en plus de ça, ça ressemble clairement au parallèle qu'il pourrait y avoir entre Skypiea et Elba. Et si ce parallèle se concrétise, on pourrait avoir des parallèles qui reviennent dans cet arc, donc on pourrait tout simplement comprendre certains foreshadowing, certaines réflexions par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà, je pense avoir vraiment tout dit. Donc voilà, après on a les Mikiwara qui sont choqués de découvrir ce paysage et c'est tout à fait légitime. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est deux choses, les deux dernières choses du chapitre qui sont tout simplement, premièrement, Louis Arnott. Bon, je préfère dire Arnott parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et tant pis si c'est pas ça. Hein. Et la deuxième, c'est la personne avec le Kassa qui potentiellement serait à Elbaf. C'est vrai qu'on comprendrait pas pourquoi à première vue, mais il y a plein d'explications par rapport à ça. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dirai juste après. Donc voilà, on commence par Louis Arnaud avec son message qui nous présente un petit peu Elbaf. Donc déjà, Louis Arnaud, c'est quelqu'un de potentiellement très fort et très important. Pourquoi ? Parce qu'il a été capable de franchir tout ça, tu vois. Quand on regarde un petit peu l'histoire de One Piece, qui a eu la possibilité de voyager aussi loin, quand on voit un petit peu la dangerosité qui est le Nouveau Monde et même la dangerosité qui est le Grand Line tout simplement, et ben lui a quand même réussi. Donc ça pourrait être quelqu'un d'important dans l'intrigue de One Piece, potentiellement un parent de quelqu'un qu'on connaîtrait dans notre époque actuelle, hein, je sais pas. Hein. Navigateur, ça pourrait être les ancêtres de Nami, hein, on sait pas. Ça pourrait être même le Luffy de l'époque, hein, peut-être le Luffy d'avant Roger, tu vois, je vais très loin, mais c'est des possibilités qui sont pas écartées étant donné qu'on a aucun argument contraire. Après, on a très peu d'arguments qui vont dans ce sens-là non plus, mais vous voyez un petit peu. Donc voilà, Louis Arnaud, et surtout que lui, la seule chose qu'il est dite à la fin, c'est de rester pas longtemps sur cette île, et c'est assez intéressant parce que voilà, on pourrait imaginer tout et n'importe quoi de cette phrase, comme si il y avait quelque chose de caché sur cette île qui était dangereuse. Est-ce que c'est lié à la politique, comme quoi il y aurait potentiellement des kidnappings, ou je sais pas, est-ce qu'il y a une espèce de maladie enchanteresse qui ferait en sorte que tout ce qui est sur l'île commence à grandir sans s'arrêter, admettons, je sais pas moi. Imaginez, je vois que les animaux, carrément les arbres, la faune, la flore, les humains, tout le monde sont gigantesques. Donc peut-être que si tu restes trop longtemps, toi-même, tu vas devenir grand, vous avez capté. Donc, faut garder tout ça en tête et potentiellement que dans le royaume des morts se cache une bête mythique, le serpent rouge de sang. On se demande encore ce que c'est. Hein. Ça peut être Redline, évidemment, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Donc voilà. En tout cas, information, tu la prends, tu la cales dans un coin et tu l'oublies pas parce que elle va ressortir très prochainement, je pense. Et donc la dernière information, et là ça va faire écho un petit peu à tout ce que Tonton Bar a dit, c'est cette fameuse silhouette qui pourrait être deux personnes concrètes. Parce qu'en fait, d'un côté, on a quoi ? On a la possibilité que ce soit Shiki. Pourquoi ? Parce qu'il a un Kassa. Et le fait qu'il ait un Kassa, c'est en lien avec Wano. Et Shiki est en lien avec Wano. Pourquoi ? Parce que lui-même on voit sa tête dans la personne qui avait le pouvoir des Kuruzomi, le pouvoir même de Mister Tout Bon Clé. Et du coup,
coup, c'était un Kurozumi qui était capable de changer de visage pour que... c'était son fruit, tout simplement. Et la tête de Shiki est apparue. Donc, quand on voit ça, on se dit, ah, ça veut dire que quand il était jeune, Shiki est passé ici et potentiellement a grandi ici avant de potentiellement conquérir les mers et devenir un empereur des mers. Et du coup, le lien entre Elbaf et Wano, vous comprenez que c'est quelque chose qui est potentiel. Surtout qu'on a Namitazo, Sotazo, Chotazo, tout ça, tu vois, ça c'est des liens qui sont avec le Japon, mais en même temps avec Wano, parce que voilà, la culture fait que les liens sont étroits et réels pour moi, en tout cas pour moi. Donc maintenant, on va parler de l'identité de la personne. C'est Shiki, à mon sens, parce que voilà, il a été teasé depuis très très longtemps. On l'a même vu dans une mini-aventure il y a très très longtemps. On l'a même revu dans un flashback très récemment. Donc je pense que peut-être Oda nous a donné petit à petit des informations pour tout simplement le révéler là maintenant, mais ça pourrait aussi être Scooper Gaban, parce que pareil, on l'avait vu dans un flashback de Wano, et au niveau de la coupe, ça correspond vraiment au niveau de la coupe, ça peut vraiment être les deux, donc c'est quelque chose à garder en tête. Après, à voir, parce que moi, Scooper Gaban, j'ai l'impression que c'est l'homme à la brûlure, j'espère en tout cas, parce que ce qui serait cool, c'est que voilà, on le voyait plus tard, plutôt vers les héros de Poneglyph, tu vois, pour moi, il y aura plus de sens, parce qu'il était censé être l'homme le plus intelligent, donc ça veut dire qu'il a tellement d'informations sur le monde, etc., tu vois, le fait de l'avoir à la fin fait que j'ai l'impression que lui, c'est la personne qui pourrait être le mieux placé pour nous aider, tu vois. Alors que là, si on le voit maintenant, bah, c'est un petit peu tôt, mais c'est pas impossible, tu vois, vous connaissez les gars. Donc voilà, pour moi, tout simplement, ça se joue entre Shiki et Scooper Gaban. Et voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, surtout qu'Oda est très très fort pour ça. Et là, franchement, le fait qu'il le mette comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'il va nous troller de fou. Mais voilà, en tout cas, je pense avoir fini pour tout simplement la react, mais aussi l'analyse. Et je pense revenir très bientôt, bah, tout simplement pour continuer, sachant que mardi prochain, on a les spoils, mercredi les spoils complets, et vendredi, le chapitre de One Piece qui arrive. Donc voilà, on n'a pas de pause la semaine prochaine. Potentiellement qu'après ce chapitre, ce soit l'année prochaine qu'on se retrouve, en tout cas autour de One Piece, en tout cas autour de nouveaux contenus One Piece. Mais je pense que le prochain chapitre sera le meilleur de l'année potentiellement. Je dis potentiellement parce qu'on a vraiment eu du très haut level cette année. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Pour la team YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, à follow, à envoyer de la force les gars. Vous avez la souscription YouTube, mais aussi la souscription Twitch. N'hésitez pas les gars, ça fait toujours plaisir. Et en même temps, vous n'êtes pas obligés parce que voilà, il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent permettre le développement de la chaîne. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont fait. Vous êtes les GOAT les gars, merci beaucoup. Et nous de toute façon, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très très vite.